Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Le 11 mai prochain sera sans doute une date mémorable pour nous tous. La France va commencer le déconfinement. Les Français se posent de nombreuses questions sur leur sécurité sanitaire, notamment, vous le savez, concernant les transports publics. Alors, quels gestes barrières à appliquer? Comment désinfecter? La métropole de Bordeaux et les transports de Bordeaux Métropole ont fait une démonstration dans une rame de tramway type. Les équipes de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde, ont assisté à cette démonstration. Regardez. Avec la crise du Covid et le confinement, la fréquentation du réseau de transport en commun de l'agglomération s'est effondrée. Rien d'étonnant à cela. Illustration de ce constat, durant cette période, les ventes de titres de transport certains jours ont atteint péniblement les 500 € de recettes contre 150 000 quotidiennement en moyenne avant la crise du Covid. Le défi pour les opérateurs du réseau TBM est donc d'attirer à nouveau les usagers dans les tramways et les bus dès le 11 mai prochain. Mais pour cela, il faut restaurer d'une certaine manière leur confiance. Elle est entachée aujourd'hui, je crois qu'il faut dire les choses. Les gens sont méfiants. Ils se croient qu'ils sont le mieux protégés dans leur voiture, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, parce que quelquefois la climatisation, le filtre, comme ça, il y a des choses qui sont à regarder. C'est éviter que le 11 au matin, on ait des voitures, un embouteillage global dans Bordeaux, comme on pouvait le connaître il y a quelques semaines, et qu'on s'est habitué finalement à ne pas les connaître depuis quelques jours. Et parmi les mesures fortes annoncées, l'utilisation des transports en commun sur l'agglomération sera gratuite durant tout le mois de mai. À l'heure actuelle, seulement un tiers des bus et des tramways circulent sur le réseau. Dès lundi, cette capacité devrait atteindre 70%, 90% le 25 mai prochain. Le retour à la normale, quant à lui, est prévu pour la mi-juin. Dans les bus et les trams, les usagers ne pourront utiliser qu'un siège sur deux. Le port du masque sera obligatoire dans les véhicules, mais aussi dans les stations. Ils pourront d'ailleurs être achetés dans les agences TBM. Des équipes veilleront au respect des gestes barrières. Je dirais qu'il va falloir être pragmatique et savoir vivre presque au jour le jour, adapter, rassurer aussi, et on espère évidemment que aussi rapidement que possible, la clientèle reviendra. Du gel hydroalcoolique sera disponible dans les principaux pôles d'échange du réseau. Une dizaine de rames de tramway et une vingtaine de bus seront équipés de distributeurs de gel. Une attention particulière sera apportée au nettoyage quotidien des stations, des distributeurs de titres de transport, des bus et des rames du tramway. Avant la crise du Covid, le réseau TBM transportait 550 000 voyageurs par jour. Ces opérateurs espèrent atteindre rapidement une moyenne de 150 000 le plus rapidement possible. Voilà, après la problématique dans les transports, les parents d'élèves se posent aussi beaucoup de questions. Les jeunes enfants vont donc retourner progressivement en classe et cela suscite de nombreux débats à travers les communes de France. Nos confrères du site actu.fr vous expliquent dans cet article une journée type dans les établissements scolaires. Nettoyage des classes, cantine, nombre d'élèves, toutes les réponses que vous posez sont indiquées sur le site d'actu.fr, nos partenaires dans ce grand JT des territoires. Une autre question commence à agiter les Français. Où vont-ils pouvoir passer leurs vacances d'été? Eh bien, le président a déclaré qu'une réponse sera donnée au mois de juin, alors que la filière du tourisme, vous le savez, est en berne depuis le début de cette crise du Covid-19. L'accès aux plages encore interdit pour l'instant pourra-t-il avoir lieu? Problématique importante. Et la polémique enfle, comme le montre ce reportage de nos confrères de Via Occitanie. Regardez. Et si l'accès à la plage était autorisé uniquement pour la pratique sportive dès le 11 mai? Je pense qu'on pourrait peut-être maintenant envisager aussi tout ce qui est planche à voile, tout ce qui est kitesurf, toutes ces choses-là. Je crois que ça peut aussi se faire. Seul problème, c'est l'amoncellement des gens sur la plage. Tout est là. Se déconfiner avec intelligence, c'est ce que réclament des élus bretons à l'initiative de la pétition #Rendez-nous la mer. Le texte propose un accès raisonné aux plages uniquement pour le sport. Et rapidement, le texte a fait écho aux élus d'Occitanie. De Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales à la Grande-Motte dans l'Hérault, les communes du littoral vivent essentiellement du tourisme. Ouverture des plages dès le 11 mai, oui, mais à l'australienne. C'est une plage dynamique, c'est-à-dire c'est une plage où on n'est pas statique sur une serviette. Une ville balnéaire sans plage, c'est comme une voiture sans moteur. Et ce que nous demandons, c'est que dans un premier temps, dans le cadre de ce déconfinement, la pratique des activités nautiques puisse reprendre. Du côté des professionnels du nautisme, on attend le feu vert de l'État, c'est-à-dire l'autorisation de naviguer. Parfait. Le protocole d'hygiène est déjà bien rodé. Le cahier de réservation nous permet d'espacer l'accueil du client sur le site. Ensuite, gestes barrières, bien évidemment, c'est-à-dire sens de circulation à l'arrivée et ensuite au départ, pour ne pas mélanger les entrants et les sortants. Et les gens donc accèdent directement à leurs embarcations. Donc l'espace est suffisant.
Ensuite, le départ se fait en mer, donc forcément, distanciation sociale. Ça va être une année un peu spéciale, on va être obligé de réduire un peu les effectifs, légèrement, hein, et puis embaucher les personnes les plus techniques, c'est-à-dire les moniteurs diplômés, qui permettent d'encadrer les activités. Après, pour toutes les petites mains, ça va être beaucoup plus compliqué de les garder. Cette année, on va être sur 2 mois, grand maximum. En attendant un signe du gouvernement, les plages restent fermées au public jusqu'au 1er juin. Voilà, tout à fait autre chose maintenant. Vous le savez, le président de la République a annoncé des aides au monde de la culture qui souffre dans cette période de Covid-19. Les salles de cinéma sont toutes fermées, elles le resteront même après le 11 mai. Certains exploitants conservent pourtant un esprit solidaire. Vous allez le voir comme à Chavant en Isère. Le directeur du cinéma a décidé de donner tout son stock de produits périssables, c'est-à-dire les glaces, les pop-corn, les cacahuètes, tout ce que vous consommez dans le cinéma. Regardez le reportage de nos confrères de Télé Grenoble sur place. C'est un silence de cathédrale qui règne dans le pâté Chavant. Les warmers d'habitude remplis de pop-corn sont désormais vides et le mur à bonbons est lui aussi fermé. Voilà 1 mois et demi que le cinéma a cessé son activité, comme l'ensemble des complexes cinématographiques de France. Pour autant, ici, tout n'est pas totalement à l'arrêt et on s'est organisé également pour se joindre aux différentes opérations solidaires lancées dans le pays. La première initiative a été du pâté Chirol. Ils ont donné leur stock, donc notamment les stocks qui vont jusqu'à la fin du mois de mai, aux hôpitaux de Grenoble. Nous, on a pris la décision de plutôt donner à la banque alimentaire. Voilà. Alors après, là, on donne nos stocks jusqu'à la fin du mois de mai. On refera des donations le mois prochain. Car si le déconfinement démarre pour une majorité d'endroits et de commerces le 11 mai prochain, les complexes cinématographiques, à l'image des restaurants ou des bars, devront eux toujours rester fermés. Et si cette période délicate est encore amenée à durer, les incertitudes autour de l'activité à venir durant l'été sont elles aussi bien nombreuses. Même quand les consignes gouvernementales seront prises, nous on ne sait pas ni comment ni quand on va reprendre, parce que c'est vrai que l'exploitation cinématographique est liée aux distributeurs de films et donc nous, on va être liés aussi à la distribution de films, c'est-à-dire savoir quel film on va pouvoir avoir. Peut-être qu'on va organiser des festivals pour reprendre parce qu'on n'aura peut-être pas de films à exploiter. Et le problème est aussi là, car si le cinéma est autorisé à ouvrir de nouveau ses portes au grand public cet été, il a vu bon nombre de ses films être reportés. James Bond ce printemps, Wonder Woman en juin, Mulan et Top Gun en juillet, autant de films décalés à des dates différentes. Une chose est sûre, l'horizon est encore loin d'être dégagé pour l'industrie du cinéma. Voilà, sans attendre le 11 mai, il faut se protéger avec le port du masque si vous avez à sortir. Si vous n'avez pas de masque, s'il peut arriver, vous l'avez compris, regardez ce reportage qui va suivre et cet élan de formidable générosité à Issy-les-Moulineaux en Île-de-France, où des habitants se succèdent sur des imprimantes 3D pour réaliser des visières de protection lavables et réutilisables. L'objectif, c'est 100 visières par jour, destinées en premier lieu aux soignants, au personnel des EHPAD et aux commerçants autorisés, eux, à travailler. Le reportage est signé Olivier Zanetta de Via Grand Paris. De ces imprimantes 3D sortent tous les jours 80 visières de protection pour les soignants et personnels des EHPAD. En vitesse de croisière, ce seront 230 visières par jour. Des habitants de la ville d'Issy-les-Moulineaux se sont portés volontaires pour fabriquer ces équipements. Ils sont formés et encadrés par des étudiants de l'école d'ingénieurs de la ville. Une grande mobilisation. On accueille tout type de personnes, aussi bien des élèves de mon école qui ont été volontaires, aussi bien des gens qui font partie d'une association bénévole d'Issy-les-Moulineaux. Donc je forme tout type de personnes. J'ai aussi bien rencontré des parents, des jeunes étudiants, un peu de tout âge qui ont été volontaires pour nous aider à ce projet. Des imprimantes 3D contre le Covid-19, des machines à coudre aussi. Une quarantaine de couturières se sont mobilisées pour fabriquer des surblouses qui manquent cruellement aux soignants. Une action solidaire très encadrée. On a mis en place tout un processus assez rigoureux parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer du tissu chez les couturières qui soit contaminé et encore moins d'envoyer du tissu contaminé dans les EHPAD et les hôpitaux. Voilà. Mais elles travaillent d'arrache-pied pour constituer ces surblouses jetables ou réutilisables à destination donc des hôpitaux, des EHPAD. Une fois les surblouses et visières réalisées, un autre réseau de bénévoles s'active, les chauffeurs-livreurs, car il s'agit maintenant de passer à la distribution. 200 habitants sont mobilisés chaque jour à Issy-les-Moulineaux contre le Covid-19.
Voilà, après l'Île-de-France, direction l'Aube à présent, où les syndicats et les professionnels du monde agricole ont lancé un appel via le site internet « Des bras pour ton assiette ». Celui-ci a pour but de recruter des saisonniers, vous allez le voir, et cet appel à la mobilisation a été très entendu. À Ascensière et à Alibaudière, ce sont des productrices d'asperges qui ont pu facilement recruter des volontaires. Ces candidatures spontanées sont parfois motivées par des nécessités financières, vous vous en doutez, dues au chômage partiel ou à l'inactivité totale de certaines filières et de certaines entreprises, comme le montre ce reportage de nos confrères de Canal 32 à Troyes. Regardez. Des bras pour mon assiette. Ce site permet de mettre en contact des agriculteurs ou viticulteurs en manque de main-d'œuvre avec des personnes prêtes à s'investir ponctuellement. À Alibaudière, Armelle, très inquiète au début du confinement, il y a 1 mois et demi, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, donc c'est pour ça qu'on a fait qu'un tiers de notre champ. a pu recruter sans difficulté cette année. Trouver de la main-d'œuvre, c'est compliqué. Et cette année, pour la première fois, on a eu beaucoup de candidatures spontanées. Corinne a été sélectionnée. Originaire de Saint-Julien-les-Villas, elle effectue un trajet de 40 km pour venir cueillir des asperges. Au lieu de rester à la maison à rien faire, autant aider les agriculteurs. À Ascensière, en raison du coronavirus, l'équipe polonaise parfaitement rodée depuis 10 ans n'est pas venue. Du coup, les gérantes ont recruté localement. Les candidatures sont nombreuses, étudiants, retraités et majoritairement des personnes en chômage partiel ou dont l'activité professionnelle est interrompue. Moi, je suis restauratrice à Crenay près de Troyes, là, juste à côté. Et je suis obligée de trouver un peu de travail parce que quand on ne travaille pas dans la restauration, il n'y a pas de rentrée d'argent. Au moins déjà nourrir et nourrir mon fils. Déjà, la survie, on va dire. Après, l'entreprise, on va essayer de... on va voir comment ça se déroule, mais malheureusement, c'est pas avec ça que je vais la sauver. Je pense pas. En tant qu'intérim, en fait, le chômage partiel, je l'ai touché jusqu'à la fin de ma mission, qui était 31 mars. En revanche, depuis le 31 mars, rien du tout. Donc, puis rencontrer du monde aussi, peut-être. Bien sûr, c'est physique. Absolument, c'est dur. Maintenant, j'ai 58 ans et le 3e pour remonter. Celui-là, il me tue. Asperges, bientôt fraises, ces cueillettes nécessitent de la main-d'œuvre jusqu'à juin, bien au-delà du début du déconfinement. Nous avons déjà une personne qui retravaille, donc on a dû recruter une personne. Et donc là, à partir du 11 mai, on est un petit peu dans l'expectative, dans le sens où on ne sait pas actuellement si tout le monde va reprendre ou pas, parce que nos cueilleurs ne sont pas aujourd'hui fixés sur leur sort. Sur le site Wheezy Farm, des postes restent à pourvoir dans le département de l'Aube. Restons dans le domaine agricole où la crise n'a pas eu que des effets négatifs, vous allez le voir. Elle a permis notamment un regain d'activité pour certains producteurs locaux. Et c'est notamment le cas dans le bassin chambérien, au lycée agricole Renac, déjà habitué à vendre de nombreux produits issus de ses producteurs partenaires. La demande a plus que doublé depuis le début du confinement. C'est un reportage dans ce lycée agricole signé d'Emmanuel Jo pour la chaîne 8 Mont-Blanc. Regardez. Fromage, bière, légumes ou encore fleurs, tous ces produits sont en vente au lycée agricole de la Motte-Servolex. Une démarche qui ne date pas d'hier, mais qui a connu un vrai boom ces dernières semaines. Cela grâce à une curieuse conjoncture générée par la crise sanitaire planétaire. On est 11 producteurs qui travaillent avec nous dans le cadre d'un GIE, un groupement d'intérêt économique. Certains voyaient leur clientèle, leurs produits ne pouvaient plus s'écouler parce que les marchés fermaient. Et donc ça a été une opportunité pour nous de développer cette vente avec un nombre important de clients en plus et un panier moyen également bien plus important. C'est-à-dire, les gens venaient et commandaient pour des sommes qui étaient 2, 3, 4 fois plus par rapport à l'habitude. En effet, depuis des années déjà, le lycée Renac et ses producteurs assurent de 60 à 80 commandes hebdomadaires. Mais avec le confinement, c'est désormais plus de 200 demandes qu'il faut traiter chaque semaine. Un nouveau public qui connaissait la structure sans jamais oser faire le pas. Au niveau des clients, on en a pas mal qui sont arrivés récemment et certains nous disant on habite juste à côté du lycée Renac et on en avait entendu parler mais on n'est jamais venu et c'est l'occasion, ils ont profité du confinement pour regarder les producteurs locaux et on a en fait beaucoup de clients qui sont juste les voisins du lycée mais qui n'étaient jamais venus jusqu'ici.
Plus généralement, nombreux sont les producteurs locaux qui observent aujourd'hui une hausse de leur carnet de commandes malgré l'annulation de nombreux points de vente. Une tendance également observée sur le nouveau site de la collectivité dédié au commerce de proximité et qui cartographie tous les exploitants du territoire. C'est le sens de toute façon des grands enseignements que cette crise sanitaire nous propose, que d'avoir une confiance dans la chaîne de distribution des produits locaux, les savoir-faire, la garantie de produits sains, de produits sans OGM, bio autant que possible, et voilà, de façon à que ça contribue à notre santé et à faire grandir nos enfants dans de bonnes conditions. Une évolution également synonyme de plus de travail pour de nombreux producteurs, mais qui préfèrent relativiser en espérant que l'attrait des bonnes choses ne soit pas qu'un effet de mode. Alors beaucoup de secteurs sont très impactés par cette crise du Covid-19, notamment celui des travaux publics et de la construction. Les entreprises s'y organisent et reprennent peu à peu leurs activités tout en assurant la sécurité de leurs salariés et de leurs clients. Exemple avec ce reportage dans une société à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines, signé de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude pour TV78, nos partenaires sur place. Peinture et pose de parquet dans cet appartement, un chantier de reprise pour Khaled, salarié au sein de cette société spécialisée dans le revêtement. En arrêt depuis le 17 mars, l'entreprise a relancé son activité depuis le lundi 27 avril. On a tout ce qu'il faut comme des masques et le gel. On travaille distance 1 mètre, 1,5 mètre entre les deux. Réorganisation du planning, replanification de chantiers prévus ultérieurement et équipement sanitaire pour ses salariés. Le dirigeant de cette entreprise du bâtiment a préparé la reprise. On a repris des chantiers qu'on avait laissés un peu en stand-by, d'autres pas parce qu'on n'a pas l'accord de nos clients pour pouvoir les reprendre, ces chantiers-là. Tant que la date de déconfinement n'est pas prononcée, en l'occurrence, on doit compter sur la bonne volonté de nos clients et de nos salariés aussi. C'était important pour des questions de trésorerie, ni plus ni moins, parce que ça devenait compliqué pour nous à gérer, même si on a essayé de bénéficier des dispositifs de l'État. On avait une trésorerie qui nous permettait, quand on a su qu'on allait devoir fermer, on avait une trésorerie qui nous permettait grosso modo de tenir un peu plus d'un mois. Dans ce contexte de crise sanitaire, sa société a obtenu le chômage partiel pour ses salariés et bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Pour préparer la reprise, Julien Blanchard a organisé une réunion avec ses 15 employés. L'objet de la réunion d'hier, c'était de les former, entre guillemets, et de les sensibiliser sur les gestes barrières et la sécurité qu'il va falloir mettre encore plus en œuvre que d'habitude sur les chantiers à venir. Actuellement, 40% de son effectif a repris une activité. Tous les collaborateurs devraient revenir au travail à partir du 11 mai. Autre exemple, cette fois en Bretagne, où l'on se rend maintenant. La région produit 40% du cidre consommé en France. Et dans les vergers bretons, eh bien, les conditions de floraison qui s'annonçaient, c'était des conditions formidables pour cette saison 2020, sans compter sur cette crise du Covid-19. La filière cidricole, comme on l'appelle, subit les effets du confinement et tire la sonnette d'alarme. Regardez ce reportage de Karine Chevrolier de TB Sud en Bretagne. Dans cette exploitation, 40 à 50 000 litres de cidre sont produits chaque année. Café, hôtels, restaurants et ventes directes représentent plus de 50% du chiffre d'affaires. Nous sommes dans le pays d'Auray, l'un des premiers clusters identifiés Covid-19 et soumis au confinement. Moi, depuis début mars, je ne vois plus personne à la cidrerie. Là, sur mars, on est à moins 50% et sur avril, c'est 70% de moins. Et le mois de mai ne s'annonce pas meilleur. Commandes annulées, trésorerie décalée, ce producteur de cidre subit la crise sanitaire de plein fouet. Le développement de la vente à emporter n'a évidemment pas permis de compenser la fermeture des cafés, hôtels, restaurants. Cette formule a un avenir de façon plus globale sur la filière agricole, mais ce n'est pas ça qui va me rattraper toutes les ventes perdues par ailleurs. Et sur la partie restauration, le temps que ça reparte, ce ne sera pas avant, je pense, mi-juillet. Parce qu'eux aussi ont des stocks qui vont devoir écouler. La question des stocks pose problème. Comment écouler la future récolte ? Pour faire face à cette situation, l'Union nationale cidricole demande notamment le retrait des volumes. Nous avons demandé des mesures de retrait d'un certain volume de cidre et à la fois d'un certain volume de fruits, de manière à pouvoir les orienter vers la production d'alcool industriel, notamment peut-être à destination de la fabrication de gel hydroalcoolique ou vers la méthanisation. Ça impacte de sortir mes bouteilles, de les vider et de voir ce que j'en fais.
de 10 000 litres en cuve, c'est assez facile à gérer. Quand vous avez l'équivalent en bouteille, la perte est double. Vous allez mettre plus de temps à vider vos bouteilles qu'à les remplir. Parce que la partie remplissage est mécanisée, la partie pour les vider ne l'est pas. Et si ça a 8000 bouteilles à vider, il faut compter une semaine à la main tout seul. L'appel a été lancé au gouvernement, l'urgence étant pour la profession d'éviter l'arrachage des pommiers. Ils en ont bien besoin, une bonne idée pour les parents maintenant, surtout ceux qui font l'école à la maison. Les initiatives d'animation participative fleurissent un peu partout sur la toile, sur les réseaux, vous les avez vues. Pourquoi pas réviser sa grammaire, son orthographe ? Eh bien, un maire d'un petit village vosgien, par ailleurs directeur d'école, a eu l'idée de proposer une dictée en live 2 fois par semaine pour ses élèves dans un premier temps, mais désormais bien au-delà. Regardez ce reportage de nos confrères de Via Vosges à Ban de l'Aveline. Depuis plusieurs semaines, c'est devenu un rendez-vous attendu. Salut Audrey de Paris. Salut Valérie. 2 fois par semaine, depuis son salon, le maire de Ban de l'Aveline et directeur d'école à Saint-Dié-des-Vosges donne rendez-vous sur Facebook pour une dictée. Mais au début, l'idée c'était vraiment juste pour mes élèves de l'école de la Bolle de Saint-Dié. Et l'idée est venue, a fait son chemin, tiens, pourquoi pas finalement la faire en grand public. D'où l'idée de dictée familiale chaque mercredi et dimanche. Rendez-vous est donné à 18h30. 2 amis discutaient au sommet d'une haute montagne. Dès la toute première connexion, donc un dimanche, début avril, il y a eu plus de 120 participants, 120 connectés, donc en multipliant par 2 ou 3 ou peut-être 4 membres de chaque famille, ça fait tout de suite une salle des fêtes bien remplie. En plus des élèves de CM, une petite communauté s'est formée, habitant Paris, Tours, La Réunion et bien sûr les Vosges, prenant au jeu entre autres le député Gérard Cherpion ou le premier adjoint au maire d'Épinal, Patrick Nardin, des dictées variées et personnalisées. Les textes sont de moi. Je me creuse un peu la tête. Là, la dictée numéro 1 portait sur la vie de la forêt. On a eu une dictée le dimanche de Pâques qui s'appelait « Les jours heureux », qui était à la fois une poésie. Il y a une dictée qui était donc des citations d'hommes célèbres. Bonne humeur, amusement sont maître mot. Pas de piège, mais un moyen de réviser qui a enthousiasmé cette famille lavelinoise qui invite ainsi leur mère dans leur salon. On a quasiment fait toutes les dictées depuis le départ, on en a peut-être loupé une, mais oui, c'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer. Ce soir, ça s'est passé très bien, je pense, et je pense que ça permet de s'améliorer. Il y a des mots comme ça qui t'ont posé des problèmes ? Oui, utiliser, je le savais, mais j'avais pas mis 2 ailes. On oublie, je pense, on oublie pas mal de choses depuis l'école, donc forcément il y a des mots qui sont un peu plus compliqués que d'autres qu'on a plus l'habitude, donc forcément on fait des fautes. Vous est arrivé de faire beaucoup de fautes ? Ouais, mais faut pas le dire trop fort. La dernière dictée est prévue le 10 mai, à la veille du déconfinement, mais prise au jeu, certains espèrent que ce rendez-vous perdurera à un autre rythme tout au long de l'année. Voilà un peu de détente et de sport pour terminer ce grand JT des territoires. Direction la Sarthe maintenant avec un marathon pas comme les autres. 51 familles ont couru les fameux 42 km² en simultané. Dans quelques mètres carrés, cela peut sembler long, sauf bien sûr quand c'est en famille et dans la bonne humeur comme vous allez le voir. Le tout au profit du centre hospitalier du Mans. Diane Lemoisson de Via LMTV Sarthe a couru à leur côté. Caméra au point, regardez. Dans la famille Genoux, c'est 1688 tours qu'il faut accomplir. Le parcours ne fait que 25 mètres. Mais c'est en famille et déguisé que l'on s'y met. Voilà. Donc tous les 10 tours on coche. C'est ça. Dernier kilomètre. L'idée est partie d'un petit délire entre nous. En fait, on avait des échéances de prévues au niveau sportif. Et nous devions organiser un trail à Clermont-Créant au mois d'avril. Avec la situation actuelle, on est tous un peu frustrés. Donc on s'est lancé le petit défi de faire un marathon dans notre jardin. Voilà, puis de fil en aiguille, le principe a plu, ça devait être individuel, c'est devenu familial. Et puis des gens en ont entendu parler, on demandait s'ils pouvaient le faire. Et donc on a créé un événement qui fait que aujourd'hui on est à quasiment 70 familles qui vont faire un marathon aujourd'hui dans leur jardin. On a terminé. On a fini. 1h50. Ça ruine le jardin. Le jardin il est ruiné là ? Le jardin est ruiné. Ça c'est fait. On n'a plus besoin de tondre. Moi je trouve ça plus facile. Ouais, c'est plus facile. Ça fait des plus petits tours, donc ça fixe des plus petits objectifs et on n'a pas l'impression de ne pas voir le bout. Il y a une différence vraiment quand on fait un vrai marathon.
où on n'en voit pas le bout et puis si à un moment on s'arrête, on est bloqué, il faut absolument repartir. Alors que là on est chez soi, on est allé boire des coups, envoyer des messages aux copains, donc là c'était super. Puis avec le tableau, être tous ensemble, moi j'ai trouvé que c'était hyper simple. Ouais. Franchement, oui, aussi par les voisins sur leur balcon aussi. Non mais franchement. L'événement s'est déroulé au profit du centre hospitalier du Mans. 5 € par marathon terminé sont reversés par l'association, en plus des dons libres faits par les participants. 51 marathons sont validés. La somme de 1 246 € a été collectée. Voilà, fin du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, bon courage à tous lors de cette semaine de déconfinement qui arrive. Et puis nous, on se retrouve sur l'ensemble des télévisions régionales et locales de France, ainsi que sur TV5 Monde pour une prochaine édition. Au revoir à tous et faites attention à vous. Au revoir.